à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 9 novembre et voici les titres. C'est l'information du jour, le républicain Donald Trump a été réélu à la tête des États-Unis et il devient le 45e président américain. Nous reviendrons bien entendu dans cette édition sur cette élection. Plusieurs représentants politiques du département nous donneront d'ailleurs leurs sentiments. Et nous avons été à la rencontre d'Américains résidant en France pour recueillir leurs premières réactions. Une semaine après le départ des skippers du Vendée Globe, Jeff Pelé s'apprête à entamer son tour du monde à la voile sans escale et sans assistance, mais en pirate. Il n'avait pas réuni toutes les conditions pour participer à cet Everest des mers, alors il décide de s'élancer seul. Nous l'avons rencontré à quelques jours du départ. Enfin, à l'approche des commémorations du 11 novembre, de nombreuses associations se mobilisent pour entretenir ce devoir de mémoire. Qu'il s'agisse de l'armistice de 1918 ou de l'occupation allemande en 39-45, l'association Le Clou Michelet publie prochainement un livre retraçant la vie de sa commune à cette période. C'est donc l'information du jour. Donald Trump est élu président des États-Unis d'Amérique. C'est le 45e homme à prendre la tête de ce pays et il succédera à Barack Obama. Le candidat républicain a remporté plusieurs États clés et recense 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner l'élection. Depuis l'annonce des résultats, de nombreuses personnalités politiques du monde entier réagissent, comme Vladimir Poutine ou encore en France Marine Le Pen, qui se réjouissent de cette élection. François Hollande s'est quant à lui exprimé en fin de matinée. Il a félicité le nouveau président, mais a tout de même évoqué une période d'incertitude ouverte par ce résultat. Dans notre département aussi, ces élections ont été très suivies. Je vous propose d'ailleurs d'écouter les représentants vendéens des trois principaux partis. Quand on connaît le peuple américain, quand on voit un petit peu comment ils évoluent, on peut penser en effet qu'il y a eu une démarche qui était une démarche un petit peu plus nationaliste que d'habitude. Donc voilà, c'est une alors bonne ou mauvaise surprise, je ne peux pas vous le dire. On dira ça dans quelques temps. On verra un petit peu ce que M. Trump est capable de faire au niveau de la direction donc, du pays. Personne, il y a 18 mois, aurait pu imaginer que ce soit Donald Trump qui soit le 45e président des États-Unis. Mais il a fait une très très belle campagne qui a surpris énormément les gens. Maintenant, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les Américains, pour l'Europe, pour nous, les Français. Ça va donner peut-être un élan pour le souverainisme parce qu'il a été élu sur ce sujet. Déjà, le Brexit nous avait ébranlés. Les États-Unis, on est aussi dans une très grande puissance mondiale. Ça aura une influence qu'on ne mesure pas encore. Mais ça doit déjà nous amener à réfléchir à ce qui se passe aussi chez nous, en France. La solution n'est pas dans le repli, la solution n'est pas dans le rejet. Il faut qu'on sache trouver les mots, qu'on le mette en œuvre pour redonner confiance à la France. Mais si les réactions politiques se sont enchaînées tout au long de la journée et que cette élection n'a pas fini de faire parler d'elle, elle a également surpris certains ressortissants américains vivant en France. Nous les avions rencontrés au cours de la campagne, plutôt sereins quant à l'issue de cette élection. Ce mercredi, Alice Cook-Perron, Raphaël et Diane Lafont sont abasourdis par la nouvelle. Samuel Grasset a recueilli leurs témoignages. Ils ont encore du mal à y croire, ne cachent pas leur déception. Ces trois Américains installés en Vendée ont tous voté pour Hillary Clinton. Ce mercredi matin, l'annonce de la victoire de Donald Trump a assommé Alice Cook-Perron, professeure d'anglais. Aujourd'hui, je ne suis pas très fière d'être américaine. Je vais me sentir un peu dans l'obligation d'expliquer cette élection à beaucoup de personnes, dont mes élèves, mes étudiants. Ça va être très difficile pour moi de trouver les mots, d'expliquer cela. Pour moi, c'est presque impossible. Donc, je serai toujours fière d'être née américaine. Ma famille est là-bas. Ce sont mes racines, encore une fois. Mes filles sont américaines. Mais aujourd'hui, dans l'instant même, cette parenthèse de moment, je ne suis pas très fière. Non. Raphaël Lafont, lui, n'a quasiment pas dormi de la nuit. Ce franco-américain est resté scotché devant sa télévision pour suivre les résultats état par état. Pour lui, cette victoire de Trump, c'est celle de la contestation envers l'élite de la classe politique américaine. Et le fait qu'Hillary soit une femme, ça a beaucoup joué. On pensait beaucoup je pense que en France surtout, on pensait qu'un président noir ne pourrait jamais arriver aux États-Unis. Et je le pensais aussi. Et en fait, c'était une femme président. Ce sera quelque chose qui, en 2016, on pensait quand même que le pays avait évolué assez pour qu'on ait une femme président.
Eh bien non. Diane Lafont, elle, tente de rassurer. Elle estime que si les Républicains tiennent leurs promesses de campagne, d'une certaine façon, l'Amérique et les Américains pourraient en sortir gagnants. En revanche, elle s'inquiète pour le reste du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Poutine, qui, tout le monde le sait, n'est pas en très bon terme avec l'Amérique et les Républicains? Si Poutine décide d'envahir les pays voisins, qu'est-ce que Hollande fera si les États-Unis ne viennent pas en aide? Est-ce que Le Pen va gagner dans 6 mois, après les résultats de cette élection et du Brexit? Nous allons presque nous retrouver dans une situation équivalente à celle de l'Allemagne des années 30. Diane et Raphaël Lafont retournent prochainement aux États-Unis, à un voyage dans une nouvelle Amérique qu'ils ont peur de ne plus comprendre. Et pour comprendre un peu plus précisément ce que vivent les Américains en ce moment et même certains expatriés français installés là-bas, nous avons recueilli le témoignage d'une Française originaire du Grand Ouest. Émilie Capet est jeune fille au père depuis quelques mois dans la région de Boston. Et dans sa famille d'accueil, ils ont suivi la soirée électorale avec beaucoup d'attention. Ce matin, c'est la surprise et l'heure des interrogations. On l'écoute. La peur et l'effarement, ouais, c'est ce qui me servirait parce que les gens ont peur de ce qui va se passer. Ils sont genre, oh mais Trump il est vraiment passé. En fait, ce qui effraie plus les expatriés, en dehors du fait qu'ils ont peur d'être envoyés, c'est la politique extérieure de Trump. En bref, le Conseil d'État se penchait à nouveau ce mercredi sur la question des crèches de Noël dans les mairies et autres bâtiments publics. La présence d'une crèche dans le hall du Conseil général de la Vendée il y a 2 ans à La Roche-sur-Yon avait lancé la polémique. Une association avait même déposé un recours devant la justice dénonçant une entorse au principe de laïcité. Ce mercredi donc, le Conseil d'État a tranché et il autorise les crèches de Noël dans les lieux publics, mais sous certaines conditions très strictes. Elles ne peuvent être installées que si elles présentent un caractère culturel, festif ou artistique et si elles n'expriment pas la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse. Ces critères seront évalués en fonction du contexte d'installation, mais aussi du lieu. On ouvre une page Vendée Globe avec quelques nouvelles des skippers engagés sur cette course mythique. Depuis 3 jours et demi, ils font face à une météo très changeante. Et en tête de la flotte, le classement évolue lui aussi très vite. Entre Armel Lecléache, Paul Meillat, Sébastien Josse ou encore Jean-Pierre Dick, pour ne citer qu'eux. Derrière, les autres skippers attendent le moindre faux pas pour reprendre l'avantage. Tous naviguent en direction des îles Canaries et de Madère. Mais si la course est bien partie pour le moment, l'Espagnol Didac Costa est toujours retenu à terre. Les réparations de son bateau sont tout juste terminées. Il attend une amélioration des conditions météo avant de s'élancer et de rattraper son retard. Mon objectif était toujours de terminer le Vendée Globe. Et maintenant, c'est le même objectif. Je veux premier bien tester le bateau en mer, les changements qu'on a fait, la partie de charge énergétique. Et après, on verra, je reprendrai le rythme et on regarde toujours les bateaux qu'on a devant. C'est une référence, on essaye de faire la compétition avec eux un peu, même s'ils sont très loin. Il aurait dû lui aussi partir à l'assaut des mers du globe le 6 novembre dernier, mais pour différentes raisons, le rêve de Jeff Pelé n'a pas pu se réaliser. Alors il a décidé de partir seul et en dehors de l'organisation de la course. Son principal objectif est bien sûr de boucler ce tour du monde qui sera lui aussi sans escale et sans assistance, mais surtout de rentrer au port des Sables-d'Olonne pour le 8 février prochain, jour de son anniversaire. Un beau cadeau pour ce pirate sablé du Vendée Globe qui espère au passage doubler quelques skippers de la course. Grégoire de Châtillon l'a rencontré à quelques jours du départ. Il a préféré ne pas regarder le départ du Vendée Globe. Les séquelles sont encore là. L'heure est alors à la préparation du bateau avant le départ de samedi. Maintenant, ce qui compte, c'est d'aller naviguer, de se faire plaisir. Ça fait quand même beaucoup de jours passés à terre, à démarcher des partenaires, démarcher du monde, monter tout un projet. Donc ça fait quand même 3 ans qu'on est dessus à temps plein quasiment. Donc maintenant, c'est place à la navigation. Et donc c'est pour ça que quand je vais quitter le port samedi, tous les feux vont être ouverts. Et ça va être une grande satisfaction de pouvoir partir en mer et autour du monde. Ça va être génial. Et Dieu sait s'il en a rêvé depuis longtemps. 20 ans que ce tour du monde lui trotte dans la tête. Alors, pour mener à bien ce projet, le Sablais a vendu tous ses biens, sociétés, maisons, tout ce qu'il peut pour réaliser son rêve. Ça, c'est bien. Son itinéraire autour du monde devrait être sensiblement
le même que celui des skippers du Vendée Globe. J'ai l'avantage maintenant, en étant hors course éventuellement, de gratter un petit peu dans le fromage au niveau de l'Antarctique, hein. Selon les conditions météo, si je dois éviter une grosse dépression et qui me demanderait de descendre un petit peu dans cette zone interdite, je n'hésiterai pas à descendre dans cette zone interdite parce que je ne risque pas la disqualification, donc ça va. Marin accompli avec une vingtaine de transatlantiques, Jeff Pellet naviguera sur un bateau solide qui a fait 3 fois le tour du monde. Voici son conseil pour bien suivre son aventure autour du globe. Eh bien, la meilleure façon, c'est de prendre un bateau. Non, sur le site internet de Comme in Vendée, grâce à un partenaire qui nous a mis à disposition des balises de positionnement, on a une cartographie sur le site de Comme in Vendée avec une position toutes les heures. Donc, ce qui est super, et puis on aura les vacations, on aura toute l'actualité sur le site de Comme in Vendée, relayé aussi sur les sites, les réseaux sociaux de Comme in Vendée. Comme in Vendée, le bateau aux nombreux partenaires vendéens quittera Port-Olona samedi à 16h. Le navigateur vous donne rendez-vous dès 13h pour fêter ça avec lui et lui dire au revoir, comme on sait si bien le faire au Sables d'Olonne. Le Vendée Kilt, ce salon international des arts du fil, s'inscrivait également dans ce week-end de départ du Vendée Globe. Au total, pour cette première édition, plus de 2000 pièces étaient exposées au regard des curieux au parc des Oudéries de La Roche-sur-Yon. Et parmi les pièces dévoilées au public, on pouvait retrouver toute une salle consacrée exclusivement au thème des marins et de cette course mythique qui est devenue le Vendée Globe. Tissus, fils, machines à coudre étaient également exposés et en vente. L'occasion de découvrir différentes techniques comme le patchwork, la broderie, mais aussi la tapisserie ou le quilting. Il n'y avait jamais eu de salon de ce type en Vendée, c'est vrai. Ça représente une très grosse infrastructure et surtout il est difficile de réunir autant d'artistes dans un même lieu, surtout venant de tous les coins du monde. C'est quand même compliqué. J'ai mis 2 ans pour pouvoir le faire. Autre événement artistique de ce week-end, le 2e salon Récupère, organisé par le service collecte et valorisation des déchets de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier. L'intérêt de cet événement est de favoriser l'économie circulaire et de montrer à tous que l'on peut recycler ces vieux objets. Plusieurs artistes locaux et nationaux ont proposé des démonstrations et des ateliers étaient prévus pour les enfants. Cet événement s'inscrit dans le programme d'action nationale territoire zéro gaspillage, zéro déchet, dont la communauté de communes est lauréate. Il faut faire attention donc à la gestion des déchets et il faut réduire la quantité de déchets que l'on consomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie linéaire, c'est-à-dire on achète, on consomme et on jette. Demain, on doit passer à l'économie circulaire, c'est-à-dire on achète, on consomme et avant, on voit ce qu'on peut faire avec ce déchet. Donc on peut le réemployer, le réutiliser, le réparer. Les déchets verts peuvent être des ressources pour nos jardins. On peut lutter contre le gaspillage alimentaire. Voilà, foule d'actions existent et sont possibles. Les commémorations du 11 novembre approchent à grands pas et ces grandes dates marquantes de notre passé sont l'occasion pour les associations françaises de rappeler ce qui a fait notre histoire. Le devoir de mémoire est primordial pour éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent. Alors l'association Le Clou Michelet, créée en 2011, a décidé d'écrire un livre retraçant la vie de la commune sous l'occupation allemande. Pour mener à bien leur projet, les auteurs ont fait appel à la mémoire des anciens ainsi qu'aux archives municipales et départementales. Cyril Guillet nous présente ce projet. Alors, Pasquier, la baronnerie. Ah, c'est lui le grand. À côté, c'est Narcisse Métais. Narcisse Métais et il y avait Louis Magnaud de l'Orbry. Anecdote du quotidien ou fait historique, les membres de l'association Le Clou Michelet collectent depuis plusieurs mois des témoignages. Alors à Noël, c'est là qu'il y avait le portrait de... Le portrait d'Hitler, entouré de loups, la fragonnette ou des machins comme ça. À cette époque, Saint-Michel-le-Clou compte un peu plus de 900 habitants et entre 1939 et 1945, 900 Allemands seront recensés dans la commune et 250 réfugiés y trouveront asile. Avec la poche de La Rochelle, on avait les gens de l'île d'Elle qui étaient venus ici comme réfugiés à Saint-Michel. On a compilé toutes sortes de documents, de la mémoire, des archives municipales, des archives départementales, par Internet. Et on s'est rendu compte de l'importance de relater toute cette période. L'ensemble de cette collecte sera compilé dans un ouvrage. La rédaction, la mise en forme et le choix des sujets seront opérés par l'association. Et même si la cité n'a pas connu de faits tragiques, certains événements ont marqué les esprits. Du côté du pont d'Albert, des carrières,
les avions ont commencé à nous survoler. Et on montait par le coteau, et les avions ont commencé à tirer, on était couchés sous les rangs de vignes et ça nous sifflait aux oreilles. Alors à 6 ans, ça marque quand même. Hein. Et même si un très gros travail a déjà été fait, ils sont toujours en quête de nouveaux éléments ou de nouveaux témoignages. Encore d'autres documents à récupérer, à recevoir, et puis sûrement dans les fins fonds de grenier, on réclame toujours. Allez fouiner dans vos greniers pour nous donner le maximum de documents. Bien plus qu'un livre, ce projet a pour but de rapprocher les Michelais autour de leur histoire. Une rencontre intergénérationnelle qui implique aussi l'école communale. À noter que l'association Le Clou Michelet présentera son livre intitulé « La vie à Saint-Michel-le-Clou sous l'occupation allemande » ce jeudi à 20h à la salle des Platanes. Le livre sera achevé et proposé à la vente le 21 mai 2017. On jette un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. La pluie est attendue, toujours accompagnée de vents allant de 35 à 70 km/h. En ce qui concerne les températures, elles seront comprises entre 9 et 13 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée et à tous et à demain.